Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à ce premier numéro du nouveau magazine de la MC Pro, les magazines Les Grands Électeurs. Avec ce premier numéro, nous recevons l'honorable Père Ntumbo Moutukalavo, avec qui nous allons nous entretenir sur les questions de l'ère. L'honorable Père Ntumbo Moutukalavo retrace dans cette émission ce qu'ont été ses vacances parlementaires dans l'arrière-pays, donc dans sa base du territoire de Mbanza-Ngungu. Il a aussi parlé du fameux dossier qui défrait la chronique, le dossier de 21 000 $ comme émolument des députés. Il n'a pas non plus oublié de présenter ses condoléances à la population congolaise qui a subi une perte énorme au niveau de Mouba. Quelques Congolais ont perdu la vie. Il a également parlé de cette problématique du péage, le péage du Congo central qui, selon lui, n'apporte rien comme dividende à la population congolaise. Je vous laisse donc suivre cette émission que nous avons enregistrée à Kinshasa, où nous sommes dirigés pour rencontrer l'honorable Père Ntumbo Moutukalavo. Honorable Père Ntumbo Moutukalavo, bonjour. Bonjour. Nous vous trouvons ici à Kinshasa. Sûrement, vous étiez entouré de plusieurs députés. Pouvons-nous savoir, il s'agit de quoi? Bon, on était en séance de travail avec notre groupe parlementaire. Le groupe parlementaire, c'est celui-là qui est représenté par un président à la conférence des présidents. Les grandes décisions sont arrêtées au niveau de la conférence des présidents, notamment présidée par l'Assemblée nationale. Et après, ils viennent faire compte à la base qui est le groupe parlementaire. Donc on est en train de discuter du calendrier qui a été proposé par la conférence des présidents, le calendrier relatif aux activités de cette session budgétaire de septembre. Et sûrement, vous avez retenu quelques points que vous allez exploiter pendant ces 3 mois de cette rentrée. Bon, de manière brève, en dehors de certaines matières, les arriérés, par exemple, des projets de loi que nous n'avons pas analysés pendant cette session, mais le menu, comme vous savez, le menu c'est autour du budget. Comme je dis, pendant cette session, nous allons arrêter, discuter, adopter les budgets qui nous a été proposés par le gouvernement. Vous savez que moi je vous parle, le Premier ministre a déjà déposé le projet de ces budgets-là. Et donc pendant cette session, nous allons en débattre pour avoir le budget de 2023. Et naturellement, avant d'en arriver là, comme vous savez, il y aura ce qu'on appelle la reddition des comptes, dans les rapports relatifs à la manière dont le gouvernement a géré l'argent de la République en 2021. Ils vont nous dire de janvier à décembre 2021 combien ils ont eu comme recettes et comment ils ont dépensé et dans quelle rubrique. Donc c'est vraiment un rapport très important. Et ensuite aussi, comme nous avons appris que par rapport aux prévisions de 2022, il y a un excédent, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà des 100% assignés comme objectif de monter à atteindre. Ils ont dépassé ces assignations. Il y a un excédent. Il faudrait aussi que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qu'il compte faire de cet excédent, quel projet il faudrait envisager pour dépenser cet argent-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle collectif budgétaire. Il y aura un collectif budgétaire qui sera aussi discuté. Bref, tout va tourner, c'est tout autour des finances. Honorable, j'aimerais m'intéresser plus à vos électeurs, m'intéresser plus à votre circonscription électorale, à votre base qui est au Congo central, bien que nous nous trouvions à Kinshasa. Vous avez passé plus de 2 semaines dans l'arrière-territoire. Donc vous avez été dans les secteurs de Mbanzango, vous avez été à Boko, vous avez été à Koulumon, vous avez été à Gombe-Matadi, d'ailleurs à Gombe Sud, vous êtes rentré malade, heureusement que vous êtes rétabli. Et on peut avoir un petit résumé de ce que vous avez fait pendant que vous étiez en communion avec vos électeurs. Bien, au niveau de manière brève, j'ai fait 2 descentes pendant les vacances parlementaires, 2 descentes essentielles. Au début de mes vacances, nous sommes arrivés à Kulungongo, et dans le secteur de Kulungongo, et les secteurs de Boko et les secteurs de Kongo Sud. À Boko, par exemple à Manzanjundu, nous avons inauguré une source d'eau qu'on a aménagée pour que la population puisse avoir accès à l'eau potable. Et au niveau de Kulungongo, nous avons commencé à préparer avec la population les travaux d'un petit pont qui sera jeté
dans le quartier Mayenga à Kulungo. Parce qu'il y a une grande rigole qui ne permet pas l'accès de ce quartier Mayenga. Derrière la mission catholique, vous connaissez. Nous pensons que la population nous a demandé de jeter ces ponts-là. Je dis modestement un petit pont qui demande quand même des moyens. Nous avons résolu donc de commencer les travaux. Il y a déjà des matériaux que nous avons déposés. Donc je communique avec la population, nous sommes mis d'accord que nous puissions y travailler. Mais aussi à Kulungo, on nous a posé le problème de l'eau potable et le problème de l'électricité. Il y a des quartiers entiers comme le quartier Mayenga qui ne sont pas électrifiés. Ces quartiers-là demandent des cabines. Je crois que ce n'est pas les députés qui veulent trouver des cabines, mais c'est des problèmes que nous avons inscrits dans notre plan d'action. Alors, au niveau du secteur des combustibles, l'occasion était fort belle pour nous, pour également entrer en contact avec la population de la région des Voya, où également nous comptons jeter un pont en liane. Il y a un pont de singes là-bas, sur la rivière Guidi, ceux qui connaissent. Et ce pont-là, c'est un pont en liane. Et en temps de pluie, la population doit faire les détours, passer par Mbembe et arriver à Kimpango, à Kimakandi, alors qu'il y a une ligne droite qui partirait de Londe, Voya jusqu'au grand marché de Kimakandi. Et donc nous avons pensé qu'avec un ingénieur de Bozi qui fait ses histoires ailleurs, on peut essayer de moderniser ce passage-là, de manière que les gens passent même avec des motos. Mais la rivière est tellement grande qu'on ne peut pas jeter un pont moderne parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais nous sommes en train de financer ce travail avec le maire de Kabango. Ici, là, les travaux vont être exécutés et les gens pourront désormais traverser sans trop de risques, même en temps de pluie, et réduire ces longs détours qui souvent les dérangent. Vous en parlez avec beaucoup de modestie, mais c'est depuis l'année passée que vous avez entamé cette Non, c'est depuis en 2022 ici que nous avons lancé les travaux. Oui. En 2022. Oui, 2022. Moi, je vous parle déjà, nous avons acheté tous les câbles qui sont là. Puis nous avons une tronçonneuse neuve. Et la population s'est engagée à assembler les matériaux, donc le moellon et le sable qui vont prendre dans la rivière. Mais aussi, j'attends qu'on nous indique les arbres qu'on va abattre parce que nous avons besoin de beaucoup de bois. C'est comme ça que nous avons déjà disposé là-bas la tronçonneuse. En tout cas, déjà jusque-là, nous avons déjà dépensé près de 8 millions de francs congolais et les travaux vont se poursuivre. Ensuite, nous sommes passés par certaines écoles primaires lors de la clôture de l'année pour encourager les parents, passer des messages de sensibilisation, mais aussi remettre le prix d'encouragement aux élèves. Et au niveau du centre des examens d'État, nous avons apporté à manger aux finalistes le centre de combustible, le centre de Mivaka, qui viennent là, venant de plusieurs villages qui ont besoin d'aide, donc nous l'avons fait. Et ensuite, nous sommes rentrés à Kinshasa, tout en suivant l'évolution des travaux de la route de Kimpango, comme vous savez, parce qu'il fallait mener des démarches au niveau de Matadi, au niveau de Kinshasa et être sur terrain. J'ai effectué plusieurs descentes sur terrain, là où les travaux s'effectuent. Et Dieu merci, jusqu'au moment où j'ai quitté là-bas, les travaux s'effectuaient. En termes de reprofilage, les travaux étaient arrivés à Louvaka. En termes de reprofilage, donc déjà ça faisait plus de 30 km sur les 60 km qui sont prévus et dont le financement est disponible. Je sais que là, on va me poser des questions, les travaux se font, mais jusque-là, on n'est pas encore satisfait parce que la société de sous-traitance a promis, a dit que jusque-là, ils vont recharger. Parce que s'ils ne rechargent pas, dès que le pluie tombe, la route va être... C'est vraiment une crainte. Nous attendons vraiment qu'ils rechargent et nous ont promis de recharger. Parce que jusque-là, en termes des engins, rien ne manque. Ils ont la benne, ils ont la pelle chargeuse, ils ont les carrières, ils ont le compacteur. Donc je suppose que je suis presque sûr qu'ils vont faire cette travail. Parce qu'ils ne le font pas, c'est en vain qu'ils vont travailler. Évidemment, la route de Kimpango demande beaucoup plus de moyens. Lorsqu'on aura terminé avec les 60 km, il va falloir continuer à frapper à des portes appropriées pour avoir le financement des 40 autres kilomètres pour arriver jusqu'à Kimpango. Alors, nous sommes repartis pour la deuxième fois, d'abord en commençant par Mbanzangungu,
où nous avons rencontré différentes autorités, l'autorité des territoires, nous étions avec les autorités de la police, la DGM, l'ANER, les responsables de la SNEL, de la régie des eaux. Parce que, vous savez, en Banzamou, il y a en dehors des problèmes d'érosion, nous avons ces problèmes de l'insécurité qui frappent pratiquement toute la police centrale, étant donné que la police territoriale se trouve en Banzamou nous-mêmes, qui concerne tous les secteurs. Il était indiqué donc que nous puissions échanger avec les autorités de la police et les services de sécurité. On a aussi échangé avec les responsables de la SNEL et de la régie des eaux en ce qui concerne la pénurie d'eau et les problèmes d'électrification en Banzamou. Donc nous avons recueilli les données, les doléances des autorités, parce que d'un côté, la population se plaint qu'il y ait pénurie d'eau. La population se plaint qu'elle n'est pas bien servie en matière d'électricité. On ne peut pas s'arrêter là-bas pour mettre dans les rapports qu'il y a ça, mais il faut aussi aller auprès de ceux qui nous servent. Les autorités sont censées nous apporter des solutions pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Et donc nous avons recueilli les données, nous avons une idée des problèmes qui se posent au niveau de Banzamou en matière d'assèchement de certains puits au niveau de la Téné. Le nombre de puits que les Japonais avaient creusés, il y a beaucoup de puits qui sont asséchés. Et donc, ça nous permet, au niveau de Kinshasa, de pouvoir poser des problèmes, de voir quelles solutions on peut apporter. En même temps, il y a des problèmes de cabines. Nous avons tout ça, nous devons mettre dans les rapports. Et ça pose aussi problème. C'est de notre devoir, non pas d'apporter des cabines avec nos maigres moyens, mais aussi de poser des problématiques de droit pour que ces problèmes-là soient résolus. On a travaillé au niveau des mandats autour surtout de ces trois problèmes principaux, je résume, l'eau, l'électricité et l'insécurité. Ensuite, nous sommes repartis sur le secteur de Gombe Sud, où, vous savez, il y a une recrudescence aussi du banditisme. On ne parlera plus là-bas du banditisme urbain, nous devons commencer à parler du banditisme rural, ce qui est vraiment rare, mais c'est récurrent. Le problème est en train de prendre des proportions inquiétantes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus rare d'apprendre que quelque part là-bas, l'éduc a été tabassé, sa maison a été incendiée, parce qu'il est taxé de sorcellerie. C'est plus rare d'entendre qu'un toit là, par exemple, où vous savez qu'il y a eu des problèmes, où les maisons ont été incendiées par les habitants de deux communautés, une toile à deux, mais aussi qui ont recouru au Koulouna, des Kouloungongo, pour aller faire cette salle de zone. Donc il y a un problème là-bas des conflits de terre, des conflits de succession, et ces conflits-là qui sont interminables au niveau des cours de tribunal en Banzamou, après plusieurs années, ça finit par exacerber des tensions et qui aboutissent à ce genre de conséquences que nous sommes en train d'enregistrer. Et aujourd'hui, vous avez quel écho qui vous vient de là? Non, mais je viens d'une toile là, il n'y a pas seulement que des échos, je suis venu d'une toile là où j'ai vraiment trouvé une situation effectivement désastreuse. Parce que là, vous avez une première communauté d'une toile à 1 qui a vu ses maisons être incendiées par les habitants du toile à 2 et incendiées. Ils ont perdu la plupart de leurs biens. En tout cas, je crois que c'est 90% des maisons qui ont été incendiées. Mais vous avez aussi, en représailles, ceux d'une toile à 1 qui sont partis en toile à 2. Évidemment, les habitants d'une toile à 2 ont eu le temps d'évacuer leurs biens, sachant que probablement il y aura des représailles ou qui seraient arrêtés. En tout cas, les gens ont évacué le village avec leurs biens. Eux là, ils ont trouvé leur maison, non pas seulement être incendiées, mais rasées. Vous avez une toile à 2 dont les habitations ont été rasées. Et pire encore, ces habitants d'une toile à 2, comme vous savez, ils ont déserté le village, son monde était là, il n'y avait pas âme qui vive, pas un chat, pas un chien, et ils sont allés se réfugier dans des villages voisins comment on appelle encore ces villages-là, Banza Kinsala, Banza Vidi, Futila, les villages sont qui ont accueilli les déplacés d'une toile à 2. Et ce qui est encore pire, non pas seulement qu'ils sont devenus des déplacés internes dans leur propre milieu, mais ils ne peuvent pas accéder à leur champ, parce qu'empêchés par ceux d'une toile à 1. Et donc là, il se pose un problème à deux niveaux. Il y a un problème judiciaire qui a aussi deux parties. Et au niveau du problème judiciaire, comme je disais, il y a les conflits fonciers. Les conflits fonciers qui est derrière la base de ces conséquences. Les conflits fonciers qui datent de 7, 8, 9 ans au niveau des procédures de Banza, où ils n'ont jamais trouvé de solution. Mais ils ont fait des va-et-vient, certainement ils ont perdu beaucoup d'argent au niveau des parquets,
ils n'ont pas trouvé des solutions. Finalement, même après ces incendies, il n'y a pas de solution. Et on remarque, honorable, que vous n'intervenez pas trop dans la gestion de la justice à Mbanzamou. Les gens se plaignent de la façon dont les magistrats, les personnels de justice traitent certains problèmes de conflits fonciers. J'en viens. Je crois que quand vous regardez la justice, c'est comme l'enseignement, c'est comme le problème des infrastructures. C'est parmi les secteurs qui font partie de la vie nationale. Personne ne peut me dire que la justice fonctionne bien chez nous. Je peux vous renvoyer au discours devant la nation de notre papa, notre président de la République, c'est qu'il a reconnu devant la nation représentée par les députés, les sénateurs, qu'il y a un problème de justice chez nous. Ce n'est pas seulement Mbanzamou, il y a un vrai problème. Mais seulement nos communautés qui ont des problèmes de conflits de terre, de succession, vont se confier à cette justice déclarée malade. La preuve, là-bas il y a des procès interminables. Les gens vont déverser de l'argent et ne trouvent pas de solution. Et comme conséquence, ils disent qu'on ne se trouve pas de ça. Non. Non. Ils ne trouvent pas de solution. Ils se font justice eux-mêmes à la base, avec des conséquences qu'on devine. C'est pourquoi je disais que pour les problèmes d'une toile, et pas seulement toile, la plupart des villages que nous avons à Mbanzamou où il y a des problèmes de terre. Dernièrement, d'ailleurs, vous avez été à un village le long de la route nationale. Beaucoup, les gens étaient déguerpis. Il n'y a pas seulement des beaucoup, les gens, la justice peut venir déguerpir, les gens les mettre dehors comme se mettait en ville. Même en ville, on ne déguerpit pas des quartiers. Puis il y a des quartiers qu'on peut déguerpir, mais on prend aussi des dispositions. Donc, ce sont des problèmes graves que la justice n'est pas en mesure de résoudre, nous devons le reconnaître. Mais cette justice ne se déclare pas incompétente. Au contraire, elle fait semblant d'entretenir l'illusion, de tromper les gens qui vont leur donner de l'argent. Et donc, il faut casser cette histoire-là. Mais la meilleure façon de casser, c'est de trouver des solutions palliatives. Le problème foncier devait trouver des solutions au niveau des bases, où nous avons des chefs de groupement, où nous avons la tradition, nous avons des documents que les Belges ont laissés et qui indiquent même les limites des villages. Si on commence à recourir à ces documents, si on commence à recourir au niveau palabre avec les chefs traditionnels, on peut déjà trouver beaucoup de solutions autour des problèmes fonciers. Mais aussi, maintenant, il y a un problème judiciaire. Ces communes qui sont venus incendier, ces gens-là qui ont incendié, c'est pas tout le monde qui a incendié. Il faut qu'une enquête soit menée pour savoir qui a fait quoi et que la justice fasse son travail et que les victimes soient dédommagées. Et il y a un problème social. Vous voyez des gens qui sont sans abri, qui n'ont plus de maison, qui ont perdu leurs biens. Sous d'autres cieux, ils doivent bénéficier de l'attention des pouvoirs publics. Et de la part du gouvernement central Kinshasa, on a fait les rapports, et de la part des gouvernements et des autorités provinciales, du gouverneur et son gouvernement. Et jusqu'au moment où moi j'ai quitté, ça faisait il y a un mois après, rien n'était fait sur place. Parce que je m'étais même réjoui à un moment donné d'apprendre que le gouvernement provincial en avait fait un point à l'ordre du jour d'un des conseils des ministres au niveau de la province, et une décision avait été prise que la province allait envoyer une délégation composée du ministère des Affaires sociales, du ministère de l'Intérieur. Et je vous dis, justement, je vous parle, cette délégation n'est jamais partie. Et lorsque je suis rentré à Kinshasa, j'en ai parlé, je l'ai rappelé au gouverneur, je lui ai fait la situation d'une toile. Et sur le WhatsApp, nous avons échangé. Il a encore renouvelé sa promesse d'envoyer une délégation. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'un problème social d'une telle urgence ne devienne pas urgent. Ça revêt un caractère urgent. Sous d'autres cieux, quand il y a une inondation, vous voyez spontanément des hélicoptères, des gens, la police, les pompiers, c'est pas quoi, secourir la population. Ça n'attend pas parce que c'est urgent. Parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils n'attendent pas qu'il y ait ce genre de calamité pour qu'ils achètent des couvertures ou de la nourriture, ou qu'ils équipent des hélicoptères, ou qu'ils préparent le personnel. Tout est déjà préparé. Et quand c'est urgent, on va secourir les gens. Mais ici, ce qui m'étonne, après plusieurs semaines, la situation laisse tout le monde indifférent. Et en tant que député, je commence à avoir marre, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Voilà l'histoire d'Antoine Mzeto-là. En même temps, nous avons également sillonné dans les secteurs de Gombe Sud pour échanger avec la population autour de tous les problèmes qu'ils ont, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, tout ce qu'il y a comme problème de santé. Vous avez posé des gestes. Éducation, oui, nous avons posé des gestes par-ci, par-là. Et nous sommes entretenus avec la jeunesse, surtout pour les sensibiliser, parce que ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés. Aujourd'hui, il y a des colonnes au village, ce qui était impensable hier.
Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir. La jeunesse aussi est confrontée à un même problème d'abandon et prise en charge. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne font rien et qui s'adonnent à fumer du chanvre, toutes ces boissons-là dont vous connaissez la mauvaise qualité, les dangers, le sudomatolo. Et ce sont des clients faciles des Koulouna qui viennent des Koulouna parce que les Koulouna sont partis de Kinshasa. Chassés de Kinshasa, beaucoup se sont retrouvés à Koulouna. Ils arrivent à Koulouna, ils commencent à aller dans les villages pour non pas seulement poser des cœurs au village, mais commencer aussi à entraîner les jeunes gens au Koulouna. Et c'est grave, nous devons vraiment réfléchir pour trouver des solutions durables à ces problèmes de Koulouna. Il y a l'insécurité même dans les villages. Et n'oublions pas les problèmes des coupeurs de route. Les problèmes que nous vivons, c'est des tronçons de Koulouna et morts d'hommes. Vous savez que le chauffeur a été abattu également là-bas. Donc tous ces problèmes qui étaient hier, des problèmes qu'on trouvait en ville, se déversent dans nos milieux ruraux. Donc il est indiqué que je passe dans plusieurs villages, échanger avec des jeunes et avec des vieux aussi, des parents, pour leur faire voir les dangers qui doivent se mettre ensemble pour commencer à se battre contre ces fléaux. Nous avons un problème d'insécurité dû à quoi aussi? Non pas seulement que les conséquences que nous vivons, c'est des conséquences parce qu'en aval, on entretient encore des jeunes qui ne sont pas bien encadrés au niveau de nos écoles, au niveau de nos familles. On a encore des enfants des rues au niveau des villes qui deviennent des Koulouna. Et lorsqu'il faut aussi réprimer, ceux qui doivent réprimer, l'autorité, la puissance de l'État n'existe presque pas. Parce que quand vous avez 2 policiers dans un rayon de 50 km, c'est une puissance qui n'existe presque pas. Les cas que vous avez constatés à Gombe Sud, partout à Banzangou, quand vous voyez les territoires de Banzangou, parce que j'ai dit que j'ai changé avec les autorités, mais on a commis des policiers. Ils sont recyclés où? Ils ont quels moyens, quelle puissance de feu pour faire face à nos Koulouna. Donc tant que l'État ne va pas renforcer cette puissance-là, renforcer notre police, nos services de sécurité, eh bien, les Koulouna seront toujours supérieurs à nos autorités et nous avons toujours nos yeux pour clairs. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans comme ça. Je peux rassurer la population que je suis au courant de ces problèmes parce que je vais sur le terrain et dans nos rapports, nous ne manquons pas d'en parler, nous ne manquons pas de se le voir des autorités attitrées pour des solutions. Vous avez été toujours dans le cadre de votre attachement à la jeunesse. Vous avez aussi également été à Loufutoto. Vous avez participé à un culte d'action de grâce. Vous n'avez pas manqué d'encourager ces jeunes-là à plus de responsabilités. Mais oui, partout où je vais, parce que moi j'ai toujours dit, si vraiment nous aimons ces pays, on ne peut pas prétendre aimer ce pays et ne pas aimer sa population. Parce qu'on peut aimer le pays sans aimer le bien-être de sa population. Parce que le pays peut-être ne peut pas quelque chose. On peut aimer une province sans aimer sa population. Peut-être aimer le bien de la province que la province peut vous procurer. Il faut faire la nuance. C'est aimer sa population. Et c'est poser des actes qui puissent contribuer au développement de cette population. Et quand on dit population, il faut penser à la jeunesse. Parce que les pays demain, moi j'étais jeune, je n'étais pas député. Il a fallu qu'on me prépare par le passé pour qu'aujourd'hui je sois député. Vous étiez aussi jeune, vous devenez journaliste, vous n'étiez pas né journaliste. Il a fallu que je vous prépare pour devenir journaliste. Donc dans tous les domaines, c'est l'homme qui développe le pays, ce n'est pas le pays qui développe l'homme. L'homme doit développer le pays et il se développe. On ne peut pas développer le pays en détruisant l'homme. Parce que le vrai problème que nous avons, Richard, vous pouvez aller dans tous les domaines de la vie. Je vous ai dit que les choses ne marchent pas parce qu'il y a un problème d'homme au Congo. Nous avons des potentialités. C'est connu au monde que nous sommes un scandale, un scandale géologique, un scandale de sol, un scandale de forêt, un scandale de eau. Nous avons tout ce qui manque à plusieurs pays du monde, mais nous sommes une population la plus pauvre sur la planète parce que nous-mêmes, la population, c'est nous qui sommes détruits. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est détruit de construire. Nous devons reconstruire le Congolais en termes de valeurs morales, de valeurs civiques, de justice, de paix, d'amour, de travail, comme j'ai dit. Et cela passe par l'école. Cela passe par des familles qui sont détruites moralement, où des parents sont incapables de s'occuper de leurs enfants. Et ces enfants n'ont pas la chance, n'ont pas de repères. Et nous devons arriver d'abord par là, commencer à reconstruire
l'homme congolais. Et ça ne passe pas par un politicien, ça ne passe pas par nous-mêmes. Chacun en ce qui le concerne. Vous êtes une église, qu'est-ce que vous faites pour construire la mentalité des membres de votre église? Vous êtes une association, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous êtes une école, qu'est-ce que vous faites? Parce que l'école va donner... L'école est détruite aujourd'hui. L'école est détruite. L'enfant va à l'école pour apprendre des antivaleurs, des désobéissances, d'impolitesse, de paresse. On apprend à l'enfant n'est pas travailler pour réussir. C'est la loi des moindres forces au niveau des écoles aujourd'hui. Quel homme on attend de ces gens d'école? Donc, les gens souvent oublient d'où vient le véritable mal. Le véritable mal, moi je viens de l'enseignement. J'ai été préfet pendant 10 ans. J'ai toujours le répété. Et je suis fier d'avoir aidé mon pays pendant les 10 ans où j'ai été préfet et pendant les 14 ans où j'étais sous-prophète. Quand je vous parle de la destruction de l'enseignement au Congo, je sais de quoi je parle. Et ceux qui m'ont connu comme sous-prophète, comme préfet, savent aussi quel combat moi j'ai mené par rapport à cet enjeu-là dont je parle, de la destruction, dans la destruction de l'enfant congolais par la société elle-même. Les gens savent quel combat je menais. Mais ce n'est pas un combat d'un sous-prophète, d'un préfet. C'est un combat de tout le monde. Et c'est ça en fait le problème que nous avons échappé. Honorable, nous allons parler des questions de l'ère, nous allons parler de l'actualité. Un de vos collègues a soulevé une question qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui est devenue une question de tout le monde. Il parle de 21 000 $ qu'on vous remettrait chaque mois, et c'est depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Merci beaucoup. Je crois que beaucoup d'encre aura coulé sous les ponts autour de cette question. Et je sais que maintenant, quand vous posez cette question, toutes les oreilles sont dressées pour ceux qui vont me suivre. Et ce que je veux dire seulement, qu'il y a un vrai problème autour de cet argent. Un vrai problème. Un problème aussi quand Fayoulou soulève ces problèmes. Il faudrait que les personnes soient claires, se posent aussi des questions, réfléchissent par rapport à ça. Quand Fayoulou dit que c'est depuis janvier 2022 que nous touchons 21 000 $, lui, il a des députés à l'Assemblée, et décidé de son parti. Et même lui, en tant qu'élu, il ne siège pas avec nous. Mais il y a un suppléant qui siège avec nous. Donc ça signifie que ces députés de décider et son suppléant touchent 21 000 $ depuis janvier. Mais pourquoi avoir attendu devant un problème qu'il a trouvé très grave, qui est aussi grave pour la population, tel qu'est déclaré, mais pourquoi avoir attendu 8 mois pour le déclarer? Pourquoi dès le départ au mois de janvier, février, vous n'avez pas dit voilà, nous pouvons que on nous donne trop, parce que je crois qu'il les donne à 500 députés. Donc c'est pas de la corruption. Si on nous donne 100 guiches de corruption, d'abord il devait dire c'est pour que nous fassions que du travail en contrepartie. Là on nous paye cet argent comme député de corruption. C'est pour que nous fassions que du travail. Lui y compris ces députés. Moi ces députés. Et lui-même, puisque lui aussi accepter ça depuis janvier. Non pas seulement il devait le dire depuis janvier, février, mais aussi dire voilà ce qu'on nous paye c'est trop. Nous reversons les surplus. Vous voyez, on peut partir de là. Cela n'est pas fait. Mais Fayoulou, pour l'opinion, est dans son rôle d'opposant. Si nous regardons les problèmes sur cet angle-là, c'est normal qu'il puisse utiliser cette cartouche à quelques mois des élections. Parce qu'il sait qu'il a besoin de dire à la population congolaise que tous ces futurs 500 députés qui sont là, ce sont des ennemis de la population. Tous ces ministres-là, tous les ennemis. Il n'aime pas la population. Lui seul qui aime la population. C'est lui. Comme ça, la population va voter pour lui. Il n'y a que ça comme cartouche, puisque nous savons bien qu'il n'est plus avec Katumbi, qui a été un des grands soutiens en 2018. Il n'est plus avec Pemba, il n'est plus avec nous. Parce qu'il est seul. Et donc, il doit se constituer un électorat en utilisant cette cartouche-là. Moi, je crois que c'est pour cette raison-là qu'il a dit. Parce que lui-même a été député. Il y a beaucoup de pratiques que nous connaissons aujourd'hui, que lui connaît très bien en tant qu'ancien député. Il le sait bien. Depuis 2006. Il peut en parler au commun des mortels, mais nous qui découvrons ces choses, nous savons que ça existe depuis longtemps. Les vrais problèmes, Richard, que la population doit retenir, que moi, quel que soit le montant qu'on va me donner au Parlement, je dis bien quel que soit le montant, on me donne 10 000 $,
qu'on me donne 5 000 $, qu'on me donne 3 000 $, ça sera toujours trop. Ça sera trop par rapport à ce qui est donné aux autres. Donc, quels que soient les montants que nous aurons, même si on me donnait 1 000 $, tant que le sous-prophète que j'ai été n'avait même pas 100 $. Donc, si aujourd'hui on me donnait 1 000 $, partir de moins de 100 $ à 1 000 $, ça sera toujours trop. Je dis bien, c'est relatif par rapport à ce qu'on donne aux autres. Mais par rapport à ce que vous faites. Non, je viens. C'est pour des raisons pédagogiques. Je viens. Je dis que c'est relatif. Je dis que ça dépend. C'est qu'on me donne là par rapport aux autres. C'est comme ça d'ailleurs que ça crée scandale. Quand quelqu'un se dit, mais moi je suis tel, je travaille tel, je suis fonctionnaire, je suis médecin, comme on a dit là-bas, je suis prof d'université, avec tout ce que ça représente comme tâche, comme travail. Et on lui dit, voilà, les députés a ceci. Quand la population pauvre et misérable apprend ce montant-là, et ça c'est Fayoulou qui réussit, c'est normal que ça révolte, que ça remonte. Et là, il réussit son coup. Mais je vous dis que pour moi, qui vient de la base, moi je ne viens pas des cercles des politiciens qui ont volé l'argent de ces pays. Moi je viens de la fonction, je viens de l'enseignement. Je vous dis que c'est trop. Il y a un vrai problème de la répartition équitable de richesse. Ça c'est vrai, je reconnais. Et les schémas qui nous amènent à cette histoire où les députés ont plus et les autres moins, je ne souscris pas à ces schémas. Parce que moi, personnellement, je ne me retrouve pas. Si on me donne ce que je vois dans mon bulletin, parce que les gens l'ont dit, il faut oublier, et c'est honteux. Aujourd'hui, tout le monde connaît les salaires des députés. Mais on ne va pas demander les salaires des ministres, des gens qui travaillent à Douf, tous ceux qui volent l'argent des pays, tous ceux qui volent réellement, qui font que l'État n'a toujours pas les moyens de sa politique, que les budgets soient toujours maigres, parce qu'il y a des gens qui mettent l'argent dans leur poche. Ceux-là, on n'en parle pas. Mais on va souvent s'intéresser au salaire des députés. C'est tout à fait aussi normal, parce que ces ministres-là, tous ceux qui gèrent l'argent des pays qui les détournent, n'ont pas été élus par la population. Ils n'ont pas de comptes à rendre à la population. C'est nous qui sommes allés auprès de la population pour dire, voilà, votez pour nous et nous allons travailler pour. C'est tout à fait normal que la population soit plus sévère à l'égard des députés qu'à l'égard des autres. Et cette population vous consulte à tout moment pour des multiples besoins. En réalité, je dis, je ne suis pas pour ces schémas où on devait donner trop d'argent à un député, mais qui sur le terrain n'est pas seulement considéré comme député. Sur le terrain, il est ministre de l'enseignement, il est ministre de la santé, il est ministre des infrastructures, il est ministre des affaires sociales. Donc, tous les besoins du peuple, il ne les réclame pas au gouvernement, mais il les réclame aux députés. On laisse une population dans la misère et la pauvreté, et quand ils voient leurs députés, la population croit que c'est les députés qui doivent régler le problème. Donc, si on me donne 20 000 $, peut-être les besoins sont de 100 000 $. Et si même j'utilisais les 20 000 $, vous verrez que je ne fais peut-être qu'à 20% des problèmes, des solutions. Oui. Et c'est comme ça qu'on vous dira toujours que les députés ne font rien. Quand la population dit que nous ne faisons rien, ce n'est pas parce que nous n'avons pas voté de loi. Les lois, on les vote. Peut-être, pour ceux qui comprennent, on ne contrôle pas assez les gouvernements. On ne contrôle presque pas assez qui gèrent. Alors que parmi le rôle qui sont dévolus aux députés, nous devions inquiéter tous ceux qui volent l'argent, comme les chefs. Ce travail n'est pas fait suffisamment. Et je dis que ça ne dépend pas de moi. Je ne me réveillerai pas un matin, moi, je vais aller vous contrôler. Il faut que je sois envoyé. Il faut que je sois en mission officielle. Mais ça ne peut pas dire. Si ça ne dépendait que de moi, je serais tout le temps sur terrain pour contrôler, même à travers le Congo central. Mais malheureusement, ce n'est pas moi. Il faut de l'impulsion. Et ça, on insiste beaucoup. C'est ce qui fait que les gens volent facilement parce que quelque part, nous, autorités budgétaires, nous qui sommes censés contrôler les gens, nous ne contrôlons pas. Mais la population ne nous juge pas en fonction des lois que nous ne votons pas ou en fonction des contrôles parce que les routes ne sont pas construites. Et c'est les députés qui doivent le faire. Parce que dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Et c'est les députés qui doivent le faire. Parce que dans les écoles, il y a beaucoup de nouvelles unités qui ne sont pas payées de NP. C'est les députés qui doivent le faire. C'est ça un peu ce qu'on crée comme un conflit dans la tête des gens qui fait que les gens disent facilement que nous ne faisons rien. Moi, je mérite. J'ai toujours rêvé d'une RDC qui va prendre conscience, dont les acteurs politiques, les gestionnaires à tous les niveaux, pour changer de mentalité, pour nous concentrer sur le bien commun.
pour savoir que l'argent qui est perçu quelque part dans la vente du minerai et dans telle ressources des impôts, c'est l'argent de la RDC, c'est l'argent du pays qui doit pas être dans les poches des gens. Et il faut un système de contrôle qui fait que lorsqu'un Congolais vole, dans la minute qui suit, qu'on l'arrête, qu'on découvre qu'il a volé, qu'on récupère l'argent volé, pour que notre budget ne soit pas seulement des 14 milliards ou des 20 milliards, que notre budget soit à la taille de besoins des pays. Nous avons un pays aux dimensions continentales. Et lorsque nous avons ce budget, on le repartisse de manière équitable, de façon que chaque Congolais, dans ce qu'il fait, se retrouve. Que les gens, qu'on crée des emplois. De manière que lorsque moi je vais dans mon fief, qu'on ne vienne pas me demander, qu'on ne vienne pas me dire, voilà, il y a quelqu'un qui est décédé là-bas, il n'y a pas de cercueil, il y a une femme qui a subi une césarienne, et ça fait 3 mois, on n'a pas fait l'ablation de fil parce qu'il n'a pas payé la facture. Communiste par là-bas, il y a des enfants qui sont assis par terre, il nous faut des bancs. Là-bas, ça des classes, il n'y a pas d'école. C'est des problèmes que devait résoudre le gouvernement. Parce qu'on me donné de l'argent pour ça. Mais alors qu'on me donne des millions. Ça demande des millions. Et tout ça, aujourd'hui, même si Fayoulou va passer demain, il le sait déjà. Même si on balaye tous les députés que nous sommes. Mais ceux qui seront élus, ce sont des Congolais qui seront confrontés au même problème. Et donc, Fayoulou ne travaillera pas avec des députés qui viendront de la lune ou du ciel. Il va travailler avec les mêmes députés. Et il risque encore de créer plus d'illusions dans la tête des gens. Regardez l'IDPS hier. Je vous le dis sincèrement. Quand nous avons commencé la législature, il y avait les FCC Cash. Mais quand il y a eu crise entre les deux animateurs, il y avait crise entre FCC et Cash par leur leader interposé, Tshisekedi et Kabila. L'IDPS, tous les députés qui étaient la majorité de FCC, c'était déjà en bas. On disait quoi? Et Boma, député était policier, et il s'est donné nommé. Mais une fois que le cash s'est constitué, il a formé le cash avec quoi? Toujours avec les mêmes députés qu'on a chosifié, qu'on a vilipendé. Voyez le manque de sincérité. Donc il fallait aussi demain que la population sache que demain aussi, il fallait va travailler avec des députés qui ne font pas du ciel. Et c'est plus là que nous devons travailler qu'on change de mentalité. Parce que même si Fayoulou est sain en tout et pour tout, il va travailler avec des députés, des Congolais qui sont sales, il va se salir. Voilà donc, Richard, l'enjeu de ces 21 milliards, c'est toujours palissade, c'est la mauvaise gouvernance. C'est même pour les palissades, on a donné à 500 députés. Moi, je n'aimerais pas qu'on me donne gratuitement une voiture. Moi, j'aurais aimé qu'on me paye de l'argent qui convient pour que j'accède à un crédit, comme ceux d'autres ici. Même par rapport à vos besoins. Même les balayeurs de l'Europe, même celui qui balaye en Europe, s'il a un salaire, il peut accéder à un crédit, des voitures pendant 5 ans, on lui enlève 200, 300 euros, il a une voiture. Que nous arrivions là, à ça. Que tout le monde, même les journalistes que vous êtes payés, vous n'allez pas payer 20 000 $ dans une agence d'automobile, mais vous allez à la banque avec votre employeur, vous prenez une voiture à crédit et puis on vous retrace de l'argent plus petit. Il faut qu'on arrive à ça. Et si tout le monde peut accéder à un crédit de voiture, comment on fera attention sur une voiture palissade et qui va commencer à faire de l'encre? Si tout le monde peut vivre de son travail, comment il va être regardant sur les salaires d'un député? Donc il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Sinon, le reste là, ce sont des illusions. Ce sont des illusions honorables. Vraiment, nous sommes très contents de cette interview que vous nous accordez, cet entretien. Mais nous avons une dernière question avant que nous puissions nous séparer. Il s'agit de l'accident de Mbouba. Qu'est-ce que vous pensez de cet accident en tant qu'élu du peuple, en tant que représentant de toute cette population du Congo central? Oui, l'accident de Mbouba attire plus d'attention quand on voyait la manière dont cet accident s'est déroulé, comme le premier en 2018. Mais les accidents sur la route du Congo central, il y en a plein. On peut même parler d'une recrudescence d'accidents. Si on avait les statistiques, certainement que les chiffres seraient ahurissants. Les gens qui meurent chaque jour sur la route nationale numéro 1 du Congo central. Et donc, nous devons aller en profondeur, comme pour toute maladie. Nous devons poser un vrai diagnostic. Pourquoi cela? Une fois de plus, nous voyons un problème d'équivalence. Un problème d'équivalence. C'était un danger. La route du Congo central est restée presque la même depuis l'indépendance. Elle est restée presque la même. De temps en temps, on voit du saupoudrage des Chinois ici qui gèrent notre péage. Il faut en parler, qui génèrent des millions.
Et comme Soproda va arriver, parfois ils essaient d'agrandir un virage. Mais ce n'est pas ça. La route du Congo central ne mérite pas ça. La route du Congo central est devenue meurtrière parce qu'elle ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. Je pense que dans la vie, il y a des postes des gens. Nous avons un terrain pour débuter. Moi, je crois que je vais commencer les croisades après des débutés volontaires. On s'attaque à cette histoire du péage. On essaie de malgré les pressions des moines. Sur toutes les cieux, envoyer des lois là-bas. Donc, on dit que c'est un bloc avec des grands travaux qu'ils ont facilités. C'était des débats similaires. J'ai dit quoi manger avec mes enfants. Mais si je meurs du jour au temps où la population risque même à se sacrifier. C'est un sacrifice parce que la pauvreté est telle que c'est difficile de résister quand le pétrole coule là-bas. C'est que je ne puisse pas aller siphonner me placer là-bas. La route d'abord. Je pense que dans la route, il y a des gens sur la route. Nous avons un terrain de député pour moi faire une concession. Pour un jour établir le péage. Et celui qui va investir vient de récupérer son argent parlementaire. Et tout un séance des problèmes, c'est aussi. Donc, ce ne sont pas des recommandations du monde. Il faut plus bien considérer. Donc, il faut que tous les Congolais nous cessions d'être égoïstes. Pour donner des billets, je gagne même $20, ça fait suffire. Alors que ce n'est qu'une illusion. Parce que quand j'arrive à Congo, je dois laisser tous les luxes et les là-bas pour prendre la moto pour aller chez moi. Il ne faut pas voir qu'un monsieur qui gagne $21 et qui fait 7 jours à moto dans la bourse, il est héros. Il est aussi malheureux que la population. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour la bonne gouvernance. Je suis pour les changements économiques. Je suis pour un pays qui sanctionne. Parce que lorsqu'on est sanctionné, ils ont peur d'agir et de faire la même chose. Nous, surtout, on a peur de la justice, on a peur des sanctions. Nous pouvons aller inégaliser. J'ai vu ces pays-là, M. Richard. Nous vous remercions, honorable. C'est moi qui vous remercie.